Le 4 septembre 2002, le pianiste français d'origine polonaise Vlado Perlmutter nous quittait. Il était alors âgé de 98 ans puisque né en 1904 en Pologne. Il a été l'élève de Moszkowski tout d'abord, puis d'Alfred Cortot au Conservatoire de Paris. Toute sa carrière a été éclairée par Chopin et par Ravel surtout. Les Mémoires de la musique rendent cette semaine hommage à cet immense pianiste en rassemblant des éléments tirés pour l'essentiel de cours d'interprétation que le maître a donnés en 1987, puis en 1992 au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Vlado Perlmutter, de Chopin à Ravel, une production, une réalisation de Philippe Thibault. C'est l'émotion. J'ai peur de jouer. J'ai plus peur de jouer maintenant que quand j'avais 20 ans. Des gens qui ne le sont plus maintenant m'ont dit « Vous n'avez jamais mieux joué le piano que quand vous aviez 17 ans. » Voilà. Mais j'ai encore beaucoup plus peur maintenant parce que je suis très vieux. Vlado Perlmutter nous raconte comment la carrière a démarré pour lui. Je crois que ça s'est fait un tout petit peu par soi-même, par les concerts que j'ai donnés, que j'ai pu donner, et par le fait qu'on a parlé de moi beaucoup à cette époque. Et à Paris. Peu à peu, oui, à Paris. Et peu à peu, ça s'est étendu. Mais je n'ai pas fait le concours. C'est-à-dire que j'ai eu mon prix très jeune, j'avais 15 ans, et puis j'ai passé un prix d'honneur qui n'existe plus maintenant au conservatoire, qui était un cours institué entre les premiers prix des années précédentes. Alors c'était déjà, en quelque sorte, celui qui remportait ce prix sortait déjà un petit peu. Et puis j'ai remporté à ce moment-là le prix Diemer, qui est complètement tombé, qui est complètement inconnu. Diemer était pianiste, professeur au conservatoire, et avait laissé un legs, n'est-ce pas, qui représentait 4000 francs. Ancien. Alors, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Ce concours n'existe plus. On ne peut pas donner 4000 francs à un concours. Alors qu'il y a des 10 000 francs suisses et 10 000 dollars, et tout ça, il n'y a pas de concours. Vlado Perlmutter en 1967, le même 26 ans plus tard au studio d'Espace 2 à Genève à la veille de son dernier concert qu'il annonce de façon inattendue aux auditeurs d'Espace 2. Genève aura donc été l'alpha et l'oméga de la carrière de Vlado Perlmutter. Avec 15 ans, ce sont des amis qui habitaient Champel. C'était à ce moment-là la campagne. Ils m'avaient entendu. J'ai oublié les raisons pour lesquelles je les ai connus et pour lesquels ils se sont occupés de moi. En tout cas, ils ont voulu que je donne un concert. Malheureusement, pour mes auditeurs, je me souviens d'une petite salle. Il y avait des journalistes. Je sais que j'avais 15 ans, parce que c'était l'année où j'ai eu mon premier prix au Conservatoire de Paris. Ce qui peut-être vous intéressera, c'est que le concert que je vais donner demain sera le dernier, car il n'est pas tellement fréquent qu'on prenne sa retraite à 89 ans. Et il y a peu d'hommes qui prennent leur retraite. Je crois qu'il est temps que je m'arrête maintenant. On n'a plus le contrôle que l'on peut avoir même un an avant. C'est un grand âge, 89 ans. Et une année fait une grande différence. J'ai joué en 88 de trop.
Lado Perlemouter a traversé le XXe siècle en interprète phare de l'œuvre pour piano de Ravel. Des années 20 jusqu'à la toute fin de sa vie, les pianistes jouant Ravel venaient de partout pour recueillir les conseils du maître. C'est que Lado Perlemouter a travaillé toute l'œuvre pour piano de Ravel avec le compositeur. Et je suis très heureux de pouvoir transmettre ce que Ravel m'a dit. Je ne veux pas par là créer une tradition. J'ai horreur des traditions. Il y a une tradition qui dépend de l'interprète. Si c'est bien joué, si c'est joué dans l'esprit, eh bien, il faut continuer, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas créer une tradition permutée. Il n'y a pas de tradition permutée. Il y a la tradition d'un pianiste, jeune pianiste, qui a joué toute l'œuvre de Ravel au compositeur. Voilà. Tout simplement, je dois vous dire que j'ai écrit à Maurice Ravel en lui disant que l'intention que j'avais, n'est-ce pas, et tout simplement il m'a fixé un rendez-vous alors à Montfort-la-Mauricie, l'époque où il n'avait pas encore son pied-à-terre à Paris, et il vivait vraiment comme un ermite à Montfort-la-Mauricie. Cela paraît un peu étrange maintenant pour les générations de notre époque, parce que Montfort se trouve relié maintenant à Paris. À cette époque, 50 km de Paris était vraiment une distance où l'on pouvait trouver encore le calme. Je crois que Ravel s'était installé à Montfort, d'une part parce qu'il aimait le calme, il aimait ce calme de la forêt de Rambouillet, car Montfort est à l'orée de la forêt de Rambouillet, et aussi, je crois, parce que Ravel ne m'a jamais donné l'impression d'être un compositeur qui travaillait facilement. Il ne peut pas dire qu'il peinait, mais enfin, Ravel n'était pas un homme qui écrivait facilement, et il devait avoir, pour son art, besoin de ce calme qu'il trouvait à Montfort. En 1987, Lado Perlemouter, lors d'un cours de maître donné au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Parce qu'on m'a demandé souvent, d'abord, comment avez-vous rencontré Ravel? Comme si c'était une chose, j'ai rencontré, j'ai demandé à ce qu'il m'entende, il m'a répondu, puis il m'a fixé un rendez-vous. Tout le monde croit qu'il y a un mystère quand j'ai rencontré Ravel. Non. Ça arrive souvent de nos jours qu'un pianiste demande à un co-compositeur de l'entendre, de lui donner des indications. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai été tellement séduit, pensez à l'époque. J'ai joué à Ravel, toute l'œuvre de Ravel entre 27 et 29. Je crois que j'ai commencé les jeux d'eau vers 24, 25. Imaginez l'époque, et dites-vous que Ravel était joué. Ravel n'est pas un compositeur qui a été complètement délaissé de son vivant, n'est-ce pas? Quand j'ai joué l'œuvre entière de Ravel, on jouait déjà beaucoup Ravel. Ravel était un homme célèbre. Et c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de contact entre un jeune pianiste
qui commençait en somme, et un homme déjà célèbre et qui n'avait pas de confidence à faire un pianiste qui venait lui jouer toute son œuvre. Je veux dire par là que tout s'est borné à des indications précises. Vlado Perlemouter en 1978. Quand j'ai connu Ravel, c'est-à-dire en 1927, car enfin je fais une petite parenthèse, c'est en 29 que j'ai donné à Paris l'œuvre entière de piano de Ravel en 2 récitals. Et auparavant, j'avais travaillé avec Ravel. Mais pas, j'étais à cette époque un jeune pianiste, et Ravel était déjà le compositeur célèbre, et je ne peux pas dire que j'étais un familier de Ravel. Mais, même pour ces familiers, Ravel est toujours resté un être assez mystérieux. Il n'était pas distant à proprement parler, il était, disons, réservé. Mais d'une réserve qui, évidemment, touchait un tout petit peu à la distance. Il avait horreur de parler de lui. Vous me direz qu'il n'avait pas de confidence à me faire, moi qui n'étais qu'un jeune pianiste, mais de ce que m'a dit Jourdan Morange, qui a été une de ses familières, Roland Manuel, que j'ai très bien connu après, n'est-ce pas, il a toujours été extrêmement réservé. Son attitude vis-à-vis de moi était d'une extrême simplicité, mais qui n'invitait pas du tout à la familiarité et à la confidence. Vlado Perlemouter en 1970. J'ai commencé par les toutes premières œuvres, le Monument antique et la Pavane, entre autres par la Pavane. Quand je lui ai apporté cette œuvre, il m'a dit d'un air très dédaigneux, parce qu'il se jugeait avec une extrême lucidité, en disant « Comment vous jouez ça ?» Et chaque œuvre a été étudiée extrêmement en détail, minutieusement. Il faisait très attention à 2 choses, au rythme et à la pédale. Une œuvre, par exemple, que j'ai travaillé le plus, peut-être, dans laquelle il m'a non seulement donné le plus d'indications, mais où il a été très exigeant, ce n'est pas, comme le croiraient les pianistes Gaspard de la Nuit, mais tout simplement les valses nobles et sentimentales. C'est une œuvre qui était tout près de son cœur, une de ses œuvres préférées, comme dit Roland Manuel, une sorte de grenier où il allait chercher ses harmonies les plus précieuses. Et là, véritablement, il m'a fait travailler avec beaucoup de détails, n'est-ce pas, ces œuvres. Mais en général, il était assez difficile. En 1987, Vlado Perlemouter, lors d'un cours de maître donné au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Entre parenthèses, tout à fait entre parenthèses. Quand j'ai connu Ravel, c'était un homme d'une 50aine d'années, et tout le monde sait, enfin tous les pianistes savent que quand on ne travaille pas son piano, ça va plus. Alors il ne travaillait pas son piano depuis des années. Et quand je l'ai entendu, il jouait très mal. Comme j'étais un jeune pianiste, n'est-ce pas, j'avais tendance à être très sévère. Et contrairement à ce que l'on dit,
à mesure que l'on vieillit, ou surtout quand on arrive à un âge qui est certain, on n'a peut-être pas d'indulgence, mais on comprend davantage des choses. Mais il expliquait admirablement et il savait parfaitement ce qu'il désirait. Vlado Perlemouter en 1970. Ravel, je dois l'avouer, quand je l'ai connu, ne travaillait plus du tout son piano depuis longtemps. De plus, il s'était blessé le cinquième doigt de sa main droite dans une chaise de piano et une phalangette. Il jouait très très peu. Et ce qu'il me montrait n'était pas, je dois l'avouer, très inspirant, n'est-ce pas, parce qu'il jouait très mal. Mais cependant, il y a deux choses dont je me souviens très clairement. C'est, par exemple, le début d'Ondine, qu'il faisait admirablement, et ce n'est pas commode, je parle au pianiste, et il avait une chose étonnante, et on comprend pourquoi il en a farci toutes ses œuvres de piano, il faisait les glissando d'une façon remarquable. Les doubles, est-ce que ça tenait à la forme de sa main? C'était incroyable. Par exemple, le glissando de l'Alborada del Gracioso était pour lui une chose tout à fait normale. Le double glissando en tierce, encore, ça ne me pose pas de problème. Mais je ne peux pas dire qu'il m'ait donné beaucoup d'exemples. Non. Vlado Perlemouter en 1987. Il y avait quand même quelque chose d'un peu... La question m'a été posée d'ailleurs. Est-ce que Ravel aimait les enfants? Je ne sais pas. Il ne m'en a jamais fait confidence. Je pense qu'il aimait beaucoup les enfants de ses amis, puisqu'il a écrit et dédié ses pièces. Mais il y avait chez Ravel un côté naïf et puéril. Il aimait les choses un petit peu naïves comme ça. Par exemple, le bureau dans lequel je lui ai joué toute son œuvre, c'était curieux d'ailleurs. Nous sommes un peu en dehors de la musique et de ce que je voulais dire. Son bureau était petit, comme tous, ceux d'entre vous ont vu Montfort-l'Amaury, c'est un peu comme des cabines de bateaux le long d'un quai. Ce sont des petites pièces à la dimension de Ravel, qui était petit. Et le bureau était pris en grande partie par un quart de queue rare, j'ai déjà dit, très mauvais. Et il avait un immense bureau, il se tenait là. Pas de trace de manuscrits, pas de trace d'essais, pas de trace du travail que fait Ravel. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, on n'en a pas trouvé. Est-ce qu'il le brûlait à mesure? Est-ce qu'il les faisait disparaître? En tout cas, je n'ai jamais vu sur le bureau et sur le pupitre du piano traîner des essais de travail. Et pourtant, il travaillait beaucoup. Ravel n'était pas un compositeur qui écrivait facilement. Il révisait beaucoup, il approfondissait énormément. Et je ne suis pas le seul à faire cette remarque. Roland Manuel, qui a vraiment été l'exégète de Ravel, qui a écrit, n'a jamais vu non plus de manuscrit. Alors, je vous disais, au point de vue de la puérilité, il y avait sur le piano, n'est-ce pas, des oiseaux mécaniques, par exemple, n'est-ce pas, et qui chantaient. C'est pla 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 tata tata qui me fait penser à ça. Il avait des goûts, je ne peux pas dire enfantins, mais il aimait ces choses un tout petit peu naïves. Et je me souviens très bien, c'est vrai, elles sont encore là d'ailleurs. On a eu la bonne idée de respecter la plupart des choses. On a pris malheureusement sa bibliothèque, je ne sais pas ce que c'est devenu, et il avait une bibliothèque musicale très intéressante,
il adorait Scarlatti. Il y avait presque toute l'édition de Longo et ça a disparu. Je n'ai pas retrouvé ça quand je suis revenu jouer parce qu'on a donné une télévision depuis de Montfort-la-Maurie et j'ai participé à cette. Je ne me souviens plus du nom de cette émission et j'ai retrouvé avec pas beaucoup de plaisir les rares mais enfin c'était très émouvant pour moi de jouer dans la pièce où Ravel avait un grand bureau où il était tout petit, n'est-ce pas, il assistait à ça. Et il écoutait avec énormément de concentration. C'est un homme qui devait pouvoir se concentrer d'une façon exceptionnelle. Et cette imitation, n'est-ce pas, des plap, 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 me reporte à ce bureau avec ses oiseaux mécaniques et puis ah oui, il y avait toujours des petites horloges aussi, avec des tic-tac, comme dans l'heure espagnole. Ça me fait penser à ça. Vlado Perlemouter en 1992. Ce qui peut intéresser dans l'ensemble les jeunes, c'est ce qu'on appelle les tempi, il faut parler en français, des mouvements. Les mouvements, Ravel était très strict quant à ces mouvements. Et remarquez que ces mouvements peuvent être variables. C'est pour ça que on n'est jamais sûr de ce que l'on fait. Et je suis moins sûr à mon âge que je ne l'étais il y a 30 ans ou 40 ans. En 1987, Vlado Perlemouter, lors d'un cours de maître donné au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Ce que je voudrais ajouter, et ceci est personnel, c'est que j'ai eu le très grand privilège de jouer ma mère loi avec Ravel. Ça, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas donné l'indication que je puisse vous passer, hélas. Il ne m'a absolument rien dit, sinon, il m'a dit, je joue la basse. Il ne voulait pas me... Il a mis tout de suite les choses au point. Il ne voulait pas que je me vexe de jouer seulement la partie du haut qui est soi-disant plus enfantine. Mais elle est aussi délicate que la basse.
Les jeux d'eau de Ravel est une œuvre assez surprenante en ce sens que ce n'est pas la première œuvre publiée, mais Ravel était encore dans la classe de composition de Gabriel Fauré lorsqu'il a écrit les Jeux d'eau. L'ado Perlemuter en 1987. Si mes souvenirs sont exacts, les Jeux d'eau doivent dater de 1901. C'est assez surprenant parce que on trouve dans les Jeux d'eau la cellule de tout ce qui va être écriture pianistique ravelienne. Il le dit lui-même dans une très courte biographie, parce que Ravel parlait très peu de lui, et il fallait lui extirper. Je crois que Roland Manuel est arrivé à lui extirper quelques phrases. Tu vois, à moi, il ne m'a rien dit à propos de la conception de ses œuvres. Le travail que j'ai fait avec Ravel a été strictement professionnel. Je le vois encore à son grand bureau de Montfort-l'Amaury, et moi, jouant sur son très mauvais vieux Erard, et les conversations, la leçon, si vous voulez, ce n'est pas une leçon, parce que Ravel n'avait pas d'élèves de piano. Il écoutait les interprètes qui jouaient Ravel à certaines périodes de sa vie. Mais je veux dire que je ne peux pas vous détailler la véritable inspiration des Jeux d'eau, mais il en a parlé après, en disant justement qu'il avait trouvé dans les Jeux d'eau la conception pianistique dont il s'est servi plus tard. Et c'est assez surprenant de la part d'un jeune compositeur, encore dans la classe de composition. Et il avait abandonné cette œuvre, et l'avait mise dans une armoire, et l'avait jouée une fois à un éditeur qui est mort et qui n'était pas, c'était pas Durand, et qui s'est intéressé à l'œuvre et qui l'a publiée. Mais ce n'est pas la première œuvre de Ravel publiée. La première œuvre, c'est le Menu antique. Il a mis en exergue Dieu fluvial, riant de l'eau qui le chatouille. C'est un extrait d'Henri de Régnier. Donc ce n'est pas une œuvre triste, n'est-ce pas? Je ne dis pas pour ça qu'il faut jouer les Jeux d'eau comme une polka. Ce n'est pas comme le début d'Ondine, par exemple. C'est surtout une œuvre de caractère... Je dis un mot, il ne veut pas être descriptif, mais ça m'entraînerait au loin, c'est-à-dire qu'il y a la question de Debussy, qui était volontairement impressionniste et descriptif, et Ravel qui ne voulait pas être descriptif, et qui malgré lui l'a été plusieurs fois, surtout dans les miroirs. Enfin, ça c'est une autre question qui dépasse le cadre de notre entretien. L'intérêt de Jeux d'eau est ce que je vous ai dit au début, la conception pianistique qui sera déjà celle de Ravel plus tard, et qu'il a trouvée presque tout de suite. Ravel, à ça, il me l'a dit, prouvait qu'on ne faisait pas assez chanter l'aigu du piano. Et si vous remarquez, ceux qui l'ont travaillé ou ceux qui l'ont entendu, il y a beaucoup de choses écrites à l'aigu du piano, et c'est le côté chantant, n'est-ce pas, le côté mélodique est souvent donné à des notes dans l'aigu du piano. C'est une œuvre qui n'est pas triste, mais qui est un peu mélancolique par moments, n'est-ce pas? C'est une œuvre pour laquelle, d'ailleurs, il était très difficile pour tout ce que je lui ai joué. C'est peut-être parce que je ne jouais pas bien, mais enfin, il était très difficile et très minutieux. Il voulait qu'on respecte le texte, ce qui est normal pour un compositeur. Il a indiqué un mouvement métronomique qui, comme tous les mouvements métronomiques indiqués, ne doit pas être pris trop à la lettre. Cependant, le 144 qui est indiqué, 144 de la croche, n'est-ce pas, est assez près de ce qu'il m'avait demandé de faire. Il faut surtout jouer les Jeux d'eau à 8-8, c'est-à-dire à la croche, et pas à la noire. Il ne faut pas faire mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire que c'est à la croche. Ça, il y tenait beaucoup. C'est une des choses dont je me souviens, parce qu'il y a
hélas, très longtemps que j'ai joué ses œuvres à Ravel. Je me souviens de certaines choses, mais le temps m'a rendu le souvenir de certaines choses un peu plus vague. Mais je me suis très bien souvenu de tout ce qu'il m'a dit d'essentiel. Je veux ajouter seulement une chose personnelle, c'est que c'est peut-être une des premières œuvres de Ravel, c'est sûrement une des premières œuvres de Ravel, mais c'est la première œuvre que j'ai travaillée seul et qui m'a, à cette époque-là, tellement séduit que j'ai continué à travailler tout ce que Ravel avait écrit, et même les œuvres mineures. Il m'a fait une remarque assez bizarre. Il faut jouer les jeux d'eau comme une sonate. Alors je dis oui, il y a deux idées. Et il faut respecter la construction classique de deux idées, c'est-à-dire considérer ça comme le premier thème et le deuxième thème. Au fond, les jeux d'eau sont construits sur ça. Entre parenthèses, il adorait Liszt et il s'était beaucoup inspiré de l'écriture pianistique de Liszt. Il connaissait tout Liszt. Et je me souviens même, quand il a écrit le concerto, il avait sur son... Parce que ça c'est très mystérieux avec Ravel. Parce que je n'ai jamais vu, je l'ai vu pendant plusieurs semaines, n'est-ce pas, pour toute son œuvre. Je n'ai jamais vu un essai sur papier, n'est-ce pas, de l'œuvre qu'il écrivait. Je ne sais pas s'il les cachait ou s'il les brûlait. J'ai jamais vu d'esquisse. En 1987, Vlado Perlemouter, lors d'un cours de maître donné au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Quelque chose que je voulais dire, Ravel détestait probablement que je devais faire un petit crescendo, mais il détestait ça. N'est-ce pas, il voulait. Surtout pas de crescendo sur la gamme chromatique. Il faut surtout pas faire. Ça, il détestait. Voilà. La même chose. C'est pas la même chose. Ne faites pas de crescendo trop vite. C'est ici. C'est dans... Et puis, c'est là que je voulais dire au commencement, dans ma très courte introduction, que ce n'était pas une œuvre triste, n'est-ce pas? Quand vous reprenez ça, prenez ça... Il ne faut pas que ce soit languissant, n'est-ce pas? Non. Mais expressif pourtant. Je ne dis pas que ça ne doit pas être expressif. Très musical ce que vous faites.
très musical. Vlado Perlemouter, en 1970. Oui, je dois dire que, est-ce par un concours circonstance, est-ce par un goût personnel, je joue davantage le concerto pour la main gauche que celui des deux mains. Ce sont deux concertos absolument dissemblables. D'ailleurs, même dans l'esprit de Ravel, Ravel a voulu, pour le concerto des deux mains, écrire un concerto avec naturellement son vocabulaire personnel, dans le style d'un concerto de Mozart, c'est-à-dire avec un accompagnement d'orchestre assez léger, en quelque sorte comme une réaction contre les grands concertos du style Rachmaninov. Répertoire post-romantique. Post-romantique. Voilà. Oui. Et il a été comme chez Ravel, il arrivait souvent que fouetté par une espèce d'acrobatie d'écriture, il se trouve que le concerto pour la main gauche est lui beaucoup plus chargé et beaucoup plus dramatique. Et c'est non seulement la dernière œuvre de piano de Ravel, ce qui lui donne un sens presque prophétique. On dirait que le fait d'écrire pour une seule main lui a, et c'est bien le paradoxe ravelien, lui a inspiré des pages qui sont beaucoup plus chargées que le concerto des deux mains. Et l'influence de jazz qui se fait sentir dans les deux concertos, mais sous un aspect absolument différent, prend en effet ce caractère rythmique extrêmement tragique, dramatique. Vlado Perlemouter, en 1987. N'est-ce pas ? Il y a toujours, chez Ravel, et on le sent déjà dans ses débuts, une volonté de structure, une volonté de construction que l'on trouve dans toute sa musique, n'est-ce pas, et dans sa musique de piano. Et je me suis demandé, après tant d'années, Ravel n'a absolument pas vieilli, pour le moment. Ce n'est pas seulement son vocabulaire, c'est aussi parce que la construction, la structure est toujours extraordinairement solide. C'est comme une chose d'architecture qui tient parce que c'est admirablement combiné et admirablement construit. Jamais Ravel n'est ce qu'on appelle lâche dans son écriture. Il n'y a jamais de longueur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a jamais de longueur dans les œuvres de Ravel. Ce qui est frappant, c'est dans, par exemple, Ondine, je considère quand même Gaspard de la Nuit et les Miroirs comme les œuvres maîtresses pour piano de Ravel, il y a toujours une grande volonté d'unité et de construction. Dans Ondine, on retrouve des thèmes qu'on peut appeler A, B, C, n'est-ce pas, et qui reviennent périodiquement. Je ne dis pas que ce sont des leitmotifs wagnériens, mais je dis que ça aide à, oui, une structure qui fait que sa longévité, je parle de la musique, tient non seulement à son vocabulaire, mais à sa construction. Et ça, c'est très important. Ça ne se travaille pas d'une façon matérielle, véritable, mais il faut y penser. Vlado Perlemouter, en 1970. On m'a jamais donné d'indication de doigté. La seule chose, n'est-ce pas, qui a pu me donner une ouverture sur une certaine forme d'interprétation, c'est qu'il exigeait de Scarbo une vision symphonique. Une question, je lui ai posée, mais car vous savez qu'il a orchestré pas mal de ses œuvres de piano, et je lui ai dit, mais Scarbo me paraît très symphonique et vous ne l'avez pas orchestré. Il m'a dit, pourquoi voulez-vous que je transcrive pour orchestre
une œuvre qui est elle-même une transposition d'orchestre. C'est donc, il faut donc rechercher dans la complexité technique, dans la polyphonie poussée à l'extrême limite des possibilités pianistiques, il faut rechercher donc une vision symphonique. Vlado Perlemouter en 1993, il avait 89 ans. Il y a surtout des trouvailles pianistiques qui rappellent l'orchestre. Et c'est ça qui m'a toujours tenté dans la musique de Ravel, c'est son aspect polyphonique et orchestral. Vous savez que Ravel était passionné d'orchestration et qu'il orchestrait lui-même remarquablement. Sa musique est toujours extrêmement claire, même quand elle est touffue. Pensez à Daphnis et Chloé, à la valse, l'orchestration est chargée, brillante, mais toujours claire. Et je crois que le meilleur conseil que je puisse donner à des jeunes, c'est de rester extrêmement clair dans la façon de jouer Ravel. La structure de Ravel était énorme, c'est ce qui fait, en plus de son vocabulaire, sa longévité. Vous savez qu'une œuvre ne tient que grâce à sa force intérieure. Autrement, le temps la fait disparaître. Cerveau est une œuvre très difficile et c'était le désir de Ravel. Il a eu cette phrase un peu naïve maintenant. Je voulais écrire quelque chose de plus difficile que Kislamé de Balakirev. À ce moment-là, si je ne me trompe pas, Gaspard Danuy date de 1908. Et à ce moment-là, Ispamet était considéré comme l'œuvre la plus difficile pour le piano. Et Ravel a été non pas inspiré par le vocabulaire de Balakirev, mais par le fait que Balakirev a traité le piano d'une manière très difficile et très personnelle. Vlado Perlemouter en 1987 lors d'un cours d'interprétation qu'il donnait au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Il nous parle de Ma Merlois de Maurice Ravel. Cette œuvre a été écrite, je crois bien, entre 1909 et 1910
qui a été édité en 1910, que l'œuvre a été dédicacée aux enfants d'amis très chers de Ravel, les Godebski. Pour ceux qui ont pu lire des biographies de Ravel, Ravel avait, au fond, vivait d'une façon très solitaire, surtout à la période où il était à Montfort, et toute la période qui a précédé sa maladie, où il avait loué quelque chose près de Paris, où il habitait là. Ravel souffrait affreusement d'insomnie. Et par moments, il se promenait des nuits entières dans la forêt de Rambouillet. Il ne pouvait pas arriver à dormir. Mais à un moment donné, la solitude lui a pesé, alors qu'il cherchait la solitude pour travailler dans toutes les périodes allant jusqu'à 28, environ 29. Il a commencé à avoir ses atteintes en 32. Non, pas 32. Après la composition des concertos, il a composé ces 2 concertos en 32. Et à partir de là, on peut dire qu'il n'a plus produit d'œuvres vraiment valables. Il a intitulé 5 pièces enfantines et elles ont été écrites pour les enfants de ses amis très chers, Godebski, qu'il voyait beaucoup, avec lesquels même il a voyagé. Ce qui est très intéressant et presque passionnant, c'est que dans la littérature pianistique, en général, il y a très peu de choses vraiment écrites, non seulement pour des enfants, mais avec le caractère, n'est-ce pas, profond et poétique de l'enfant. Si nous faisons le tour, je crois bien ne pas me tromper, il y a naturellement les scènes d'enfants qui sont de Schumann, qui sont un chef-d'œuvre. Il y a Dolly de Fauré, qui est écrit aussi pour 4 mains. Le En bateau de Debussy sont des pièces pour 4 mains, mais pas particulièrement enfantines. Il y a naturellement les enfantines de Mussorgsky, qui sont des chefs-d'œuvre. Et puis, je crois que je parle de pièces vraiment, non seulement intitulées enfantines, mais qui, sans vouloir écrire quelque chose d'enfantin, n'est-ce pas, dans le sens, non pas péjoratif, mais dans un sens avec le caractère poétique qui peut y avoir dans l'enfance, il n'y a pas autre chose. J'ai mis la main, il y a longtemps, sur 5 pièces pour la jeunesse de Mendelssohn. Mais elles sont enfouies dans différentes œuvres éparpillées. Et il y a 3 ou 4 pièces qui sont charmantes. Et je vous conseille d'essayer de regarder. Elles sont quasi inconnues. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que dans les littératures pianistiques, l'enfance n'a été chantée vraiment que très peu de fois. Je crois bien, ce sont des contes de fées qui sont du XVIIe, bien naturellement, le Petit Poucet de Perrault, mais il y a d'autres choses que Ravel a connues. Madame Delaunay, je ne connais pas, je sais pas. Il y a eu un ballet sur Maurice Ravel qui a été créé plus tard, en 1912. Ce qui reste, pour moi, un peu mystérieux, et pour d'autres, même dans le magnifique livre publié par Marcel Marnat, cet énorme volume, cette somme sur Ravel, je ne m'explique pas pourquoi ma mère Loi écrit à l'ancienne française. Enfin, tel qu'il est, ça s'appelle la suite Ma mère Loi. Et alors chacune, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une petite... la pavane, elle parle par elle-même, la pavane avait la voix dormant. Le Petit Poucet, chacun connaît l'histoire. C'est le plus délicat à jouer. Il y a Laidronette, impératrice des pagodes, et il y a toute une histoire, là, de Madame Aulnay, justement. Elle se déshabilla et se mit dans le bain. Aussitôt, Pagode et Pagodine se mirent à chanter, à jouer des instruments. Tels avaient des théorbes faits d'une coquille de bois, tels avaient des viols faits d'une coquille d'amande, car il fallait bien proportionner les instruments à leur taille. Alors ça, c'est la 3e pièce.
Et puis, les entretiens de la Belle et la Bête, tout le monde connaît cette histoire, magnifique. Et puis, la dernière, elle s'appelle le Jardin féerique, n'est-ce pas? Et là, vous remarquerez comme moi, il y a une influence un peu lointaine de Gabriel Fauré. Les vocabulaires de l'élève sont très différents, on ne peut pas comparer Ravel à Fauré. Cependant, il y a par moments, surtout dans des cadences et dans une certaine simplicité, qui rappelle certaines phrases fauréennes. Ça, c'est une des choses les plus étonnantes qu'il ait écrit. Les harmonies sont tellement raveliennes. Ta, da, ti, di, da, da, di, da. C'est un délice à réentendre. Et ça n'a pas bougé. Ça a été écrit en 1909-1910. Et cette saute avec téta. C'est tellement merveilleux. J'ai toujours eu comme un choc après cette chose tout à fait tonale, n'est-ce pas? Tout d'un coup arrivent ces sonorités, ces harmonies, n'est-ce pas? Tellement raveliennes. J'ai entendu beaucoup de disques, aucun ne m'a vraiment satisfait véritablement, même joué par de très grands pianistes. Tandis que les versions d'orchestre sont plus facilement satisfaisantes. Et je crois que ça vient de ce que les parties chantantes à deux mains, enfin au piano je veux dire, ne ressortent pas aussi bien qu'à l'orchestre. Tel quel, n'est-ce pas, ça reste un chef-d'œuvre, on ne voit pas ce qui va éteindre une œuvre comme celle-ci, cette simplicité,
qui casse une maîtrise étonnante, reste toujours la même. J'ai eu beau jouer ça, je privilège de voir jouer ça en 26 avec Ravel, je retrouve exactement les mêmes émotions et exactement les mêmes réactions de sensibilité, n'est-ce pas? C'est une œuvre écrite, 5 œuvres enfantines, mais elles vont beaucoup plus loin. Et c'est justement parce qu'elles vont beaucoup plus loin qu'il ne faut pas rester en dessin. D'un autre côté, il ne faut pas jouer ça comme des grandes personnes. Vlado Perlemouter en 1987 lors d'un cours d'interprétation qu'il donnait au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. La seule chose, c'est que je timbrais un petit peu plus. Vous jouez trop la ta-di-di-da dans la même sonorité que ce mouvement continu de la main gauche. Ah, d'accord. Je trouve que vous devriez sortir un tout petit peu. Ta-di-da-di-da-di-da-da. Ce contrepoint magnifique. Une autre chose dont je me souviens et qui m'avait... Vous l'avez bien fait, j'ai tapé là bien en mesure. Il faut que ce soit strictement en mesure. N'est-ce pas? Tram, pram, pram, papa, papa. Tram, pram, c'est souvent un peu boiteux, mais c'est bien. Et puis alors, un peu plus expressif. Ta di di di, ta di la la, ta di di di, la di la. Peut-être un peu plus de variété. Vous le jouez volontairement, un peu enfantin, vous avez raison, mais là, ça dépasse quand même. Ce sont des pièces enfantines, il ne faut pas que ça devienne baby, n'est-ce pas? Et alors, quand il y a cette imitation, plam, 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 tita, papa, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que la musique de Ravel était descriptive, mais là, elle est nettement, enfin, comme Beethoven dans la symphonie pastorale. On ne peut pas dire que la musique de Beethoven soit descriptive ou impressionniste comme Debussy, mais ils ont utilisé des motifs très connus et d'oiseaux, dans l'occurrence, n'est-ce pas, puisque tout le monde connaît l'histoire du Petit Poucet. Vlado Perlemouter au micro d'Antoine Livio en 1978. Vous ne croyez pas, Vlado Perlemouter, qu'il y a trop de concours de piano à l'heure actuelle? Si. Oh, si. Beaucoup trop. Ils ont l'air de se multiplier encore. Pour certains gagnants le concours, ça a été le point de départ d'une carrière. Regardez Martha Argerich, Benedetti Michelangeli. Ceci dit, n'est-ce pas, comme je suis assez souvent du jury, je retrouve des candidats qui vont d'un concours à l'autre. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais parce qu'ils se fixent sur un programme. Parce que, à part certains concours un tout petit peu plus spéciaux, le programme ne varie guère. Alors, ils travaillent la pièce imposée et puis se présentent à plusieurs concours parce qu'ils sont à des distances quelquefois assez grandes. Et alors, ils ont le temps de préparer. Et ça, c'est mauvais. Je trouve ça mauvais parce que ça empêche les jeunes de se créer un répertoire à l'âge où on le fait le plus facilement. Là, on a la mémoire qui est fraîche. Justement, c'est tout de même entre 18 et 30 ans, disons, que si on est travailleur et si on a des idées, si on a une personnalité, on se fait un répertoire. Courant 1987, Vlado Perlemouter venait à Genève pour dispenser un cours de maître sur Ravel à quelques élèves de notre région. Écoutons-le parler d'une œuvre majeure de Ravel, malgré le diminutif dont elle est affublée, sa sonatine pour piano.
en 1987. Il y a 2 ou 3 petits points que je voudrais éclaircir. Le premier est que cette œuvre date de 1905 et qu'elle tranche avec ce que Ravel a écrit avant et très nettement à ce qu'il a écrit après. Il dit lui-même que ses amis ont été très surpris d'entendre, par exemple, les miroirs la même année que la sonatine. La sonatine a été écrite, comme je viens de vous le dire, en 1905, et quelques mois après, il a publié les miroirs. On ne peut pas imaginer quelque chose d'aussi différent. La seconde, c'est que la sonatine appartient à ce qu'on a appelé, avec ce besoin de classement, n'est-ce pas, le classicisme de Ravel. On parle, par exemple, dans le classicisme de Ravel, la pavane pour une infante défunte, la sonatine, le tombeau trouperin. D'autre part, on parle d'un Ravel un peu différent, et on avait parlé alors des jeux d'eau, des miroirs et de Gaspard. C'est un classement un peu court et qui demande évidemment à être éclairci. Mais enfin, c'est une chose assez intéressante. Le deuxième point, alors, le classicisme de la sonatine est très remarquable. C'est une œuvre d'un aspect plutôt, non pas menu, parce que le final est difficile. Tout est difficile dans la sonatine, comme les œuvres classiques d'ailleurs. Mais toute l'architecture classique s'y trouve, surtout dans le premier et le second mouvement. Une autre difficulté dans le premier mouvement et même dans toute la sonatine, c'est l'équilibre entre les différents ralentis et la reprise du tempo. N'est-ce pas? Un peu retenu, ralenti. Si j'ose m'exprimer, sont des sortes de rubato écrits, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut faire très attention de bien équilibrer. Par exemple, quand il y a un ralenti et qu'il s'adore. Alors, ça s'enchaîne, vous n'avez pas besoin de couper, mais il faut faire le ralenti, mais il ne faut pas faire. Ce soir, mettez un peu la pédale. Voilà. Bon, voilà une autre sorte de caractéristique de son intervalle de quartes. C'est-à-dire, il est toujours un peu indiqué par un petit soufflet. Ça a une allure de plainte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et dans le noctuel, dans le mouvement du noctuel, vous avez exactement la même chose. Voilà la caractéristique de ce que j'ai appelé une polyphonie dans le premier mouvement. C'est un mouvement qui est écrit à 4 voix, n'est-ce pas? Vous avez et puis alors tout doit être fondu. Ça, c'est très difficile. Vous avez de nouveau les 4 voix ici. Deuxième, troisième, et puis. Alors. Et puis.
Ce qui est difficile, c'est de donner à chacune de ces voix et à chacun de ces fragments leur caractère expressif et de ne pas exagérer les nuances qui sont indiquées, c'est-à-dire les 3 pianos de ça sont en quelque sorte corrigés par le très expressif, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas... Ce n'est pas bon. Et puis, ça nuit à l'unité. Ce que j'ai à dire pourrait s'exprimer d'une façon très lapidaire. Comme tout ce qui est lapidaire, un peu toi, même un peu sexe, c'est-à-dire que moins il y a de notes, plus souvent Ravel met très expressif. Ceci se remarquera, c'est curieux, c'est un paradoxe, mais ceci se vérifiera encore davantage dans les valses, n'est-ce pas, où il n'y a pas tellement de notes. Je veux dire, ce n'est pas comme dans Gaspard de la Nuit, ou dans certains miroirs, comme le Barque sur l'océan ou l'Alborada, n'est-ce pas, il n'y a pas tellement de notes, mais tout d'un coup, vous regardez la musique, vous voyez, très expressif. Ici, il n'y a pas de notes, presque pas, très expressif. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez, quand ça, c'est très différent de le développement. Tout ça avec douceur et sensibilité, que ce soit dans les miroirs, que ce soit dans Ondine, que ce soit... je parle d'œuvres, de certaines œuvres de miroir, où il s'est servi de nuances très 2 fois piano, 3 fois piano, le début d'Ondine est de 2 ou 3 fois piano, mais il faut toujours que ça soit dense. Quand je l'ai connu, qui jouait mal, pas comme quelqu'un qui ne travaillait plus son piano, il m'a montré tout de même certaines choses, pas beaucoup, mais il m'a montré certaines choses et lui attaquait fermement le piano, même avec une certaine dureté. Une certaine, pas dureté, une certaine sécheresse. Et même ici, ce qu'on n'entend pas. Ce premier mouvement, il est très important et je dois dire en général, pas bien joué. Dans le très court développement, c'est d'ailleurs merveilleux, comme dans tout ce que fait Ravel, comme équilibre, et comme ce que je vous ai dit hier, de structure, n'est-ce pas? Le développement correspond aux dimensions du premier mouvement. N'allez pas commencer à faire un développement de 2 pages pour une œuvre qui fait 4 pages. N'est-ce pas? Nous avons 3 ou 4 lignes, je crois, 3 lignes de développement, mais il faut que justement ces 3 lignes soient très condensées. Dans la fin de ce court développement, il y a une indication de Ravel que je crois être presque unique, n'est-ce pas? Passionnée. Ça m'amène à vous dire
qu'il ne faut pas jouer Ravel froid et sans expression, comment à un moment donné, on l'a dit, n'est-ce pas? Ravel de tes joues, il faut faire ce qui est écrit, puis voilà tout. Non, pas du tout. Ravel, ce n'est pas ça. Ravel a beaucoup de... c'est trop fort de dire un lyrisme, mais il a son lyrisme. En 1987, Vlado Perlemouter, lors d'un cours de maître donné au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Ne jouez pas la sonatine, d'après le titre, comme une chose toute petite, n'est-ce pas? Mais comme une chose, comme vous aurez autre chose. Sonatine signifie, en l'occurrence, non pas la composition, mais la longueur. C'est une chose qui a le premier mouvement, le développement est très court, et tout ça est très équilibré, mais chanter davantage. Surtout chanter c'est do, si. Parce que ça, c'est la seconde idée, il faut qu'on l'entende. Le second mouvement, il a intitulé dans un mouvement de menuet, mais c'est un menuet qui n'a pas la forme classique du menuet, comme par exemple celui du tombeau de Couperin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épisode central. Ravel n'était pas content du mouvement que j'avais pris. Elle me dit quel est le mouvement. Et il n'était pas content. Et m'avait dit, j'étais très curieux, il m'appelait monsieur. Il avait 50 ans et moi 20, je ne sais pas, 20 quelque chose, mais il m'appelait monsieur. Et il dit, monsieur, si on joue trop vite, c'est une valse. Si on joue trop lentement, c'est une sarabande. Ce que j'ai écrit, monsieur, c'est un menuet. Alors, il faut essayer de trouver le moment du menuet. Et ça, c'est resté dans ma tête. Ça me restera toujours. Mais le mouvement, je ne sais vraiment pas. Parce que, quelquefois, quand je le joue, ça, je trouve que c'est trop vite. Alors, j'essaie de ne pas faire une valse. Et vous ne pouvez pas jouer non plus. C'est pas possible. Ce qu'on a tendance, c'est à jouer un peu vite. Le mouvement, c'est... La difficulté, c'est que la même chose dans Bach, dans les partitas ou dans les suites, les menuets n'ont pas tous le même mouvement. N'est-ce pas? Ça dépend du caractère musical, de l'écriture, de beaucoup de choses. Il y a des tas de menuets dans l'œuvre. Il y a le menuet sur nom de Haydn. Sa première œuvre publiée est un menuet qu'il a appelé Antique, parce que c'était sous l'influence de Chabrier et de Satie, n'est-ce pas? Mais je voulais dire que le menuet de la sonatine, c'est, si mes souvenirs sont exacts, c'est... Non, on ne veut pas jouer ça. Tâchez de faire ça comme ça, moi je n'ai pas pu. Ravel, c'était extraordinaire, avait un pouce qui lui permettait de faire ça très facilement. Et extraordinaire, il faisait les glissandos comme j'ai jamais entendu personne les faire. C'est pour ça qu'il en a truffé toute sa musique de piano, n'est-ce pas? Et il fait même dans l'Alborada des glissandos doubles, n'est-ce pas? Il faisait ça très facilement. Bon, ça vous donne. Le lado est de prendre avec la main droite. Ça, ce n'est pas de moi. C'est de Ravel.
peu près du mouvement. Mettait très le thème par diminution un tout petit peu plus marqué que la main droite. Ouais. Pas bon, et alors, que je vous dise quelque chose de Ravel, juste avant de terminer. Alors, ça c'est la révérence à la fin du menuet. Alors ici, arrangez-vous, il faut surtout pas faire, et donc changer la pédale et perdre la quinte. Il faut faire passer la dissonance. Alors sur des grands pianos actuels, c'est relativement surtout sur des magnifiques pianos comme celui-là, n'est-ce pas? Vous faites ça, vous changez. Vous faites ça avec la pédale. Alors. On entend tout de même la quinte. Et j'ai fait presque disparaître la dissonance. Ça demande un certain travail. Mais ce n'est pas difficile, pas très difficile à faire sur un grand Steinway et un bon Steinway. Alors vous pouvez le faire très facilement. Lado Perlmutter en 1987. Le troisième vient de ce que je peux appeler non pas familiarité, mais ma longévité de mon contact avec la musique de Ravel. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on lit les choses d'un même auteur, on peut reconnaître une certaine tournure. Il y a chez Ravel une certaine tournure harmonique, dans le sens qu'il adorait l'intervalle de quarte comme un aspect fondamental dans la sonatine, mais on retrouve cet intervalle dans, par exemple, la partie centrale des noctuels dans les miroirs, on le retrouve dans différentes choses, on le retrouve dans le tombeau de Couperin, on le retrouve même dans Ondine. C'est une attirance expressive, je ne sais pas si elle est volontaire, il ne m'en a jamais parlé, mais dans la sonatine, c'est très important pour les interprètes de se rendre compte que tout est basé sur un intervalle de quarte. Non seulement le thème initial, mais tous les éléments. Nous avons Fa, Do, Ti, Do, Ré, c'est le thème initial, puis le second, La, Mi, Ta, Di, le second élément. Ce n'est pas la seconde idée, mais le second élément de la sonatine. Et puis le mouvement de menuet est une carte renversée, Ta, Li, Ta, Da, Di, n'est-ce pas? Et puis le final est Ta, Di, Ta, Da, intervalle de carte, et ça finit sur Fa, Do, Fa, Do, Fa. Toute la sonatine, n'est-ce pas, est traversée par cet intervalle de quarte. Je ne dis pas par là qu'il faut souligner ça par le moindre accent, mais il est important de se rendre compte que c'est un élément fondamental qui sert de liaison. Un peu comme dans le quatuor de Debussy, on a un élément, n'est-ce pas? Vous avez cet élément qui traverse au fond toute l'œuvre. Et c'est important d'y penser, et c'est intéressant en tant que composition. La sonatine vous le savez, est une œuvre importante dans l'œuvre de Ravel. Évidemment, elle n'est pas importante par la dimension, ça n'a rien à voir avec le Hammerklavier, évidemment, n'est-ce pas? Mais tout y est, comme généralement chez Ravel. Et la difficulté, pour moi, est l'élément polyphonique que l'on trouve surtout dans le premier mouvement, et évidemment la difficulté du final.
Je parle de difficultés techniques, n'est-ce pas, du final, qui dépasse le reste. En 1987, Vlado Perlemouter, lors d'un cours de maître donné au studio Ernestan Sermet de la Maison de la Radio à Genève. Les valses nobles et sentimentales ont été écrits en 11 et créés à la Société musicale indépendante, un transfuse de la Scola, et a eu cette particularité d'être joué sans nom d'auteur. Or, la chose étonnante, c'est que très peu d'auditeurs ont attribué ces œuvres à Ravel. Il y en a un, je pense que c'est une facétie, qui a attribué cette œuvre à Théodore Dubois. Ça, c'est un peu trop loin. La plupart ont mis des noms étonnants, n'est-ce pas? Mais très peu ont reconnu l'œuvre de Ravel. L'œuvre a été créée par Louis Aubert, qui était un élève de la classe de Fauré, que Ravel connaissait très bien, et qui était un excellent pianiste. J'ai eu, dans ma jeunesse, l'occasion de l'entendre jouer remarquablement bien. Ce jeu remarquable du compositeur, c'est-à-dire le son était toujours expressif et rond. J'ai eu le grand bonheur d'entendre, il était hélas très vieux déjà, Fauré jouer, sa sonorité était étonnante. Cette œuvre a donc eu cette particularité. La seconde, c'est qu'elle n'était pas jouée du tout. On ne jouait pas les valses nobles et sentimentales à l'époque où moi, on ne jouait pas. Pratiquement, on ne les jouait pas. Et encore maintenant, sauf ces dernières années tout de même, et même à l'étranger, en Angleterre en particulier, où je joue souvent, je vois tout de même les valses nobles au programme de mes cours, et même au programme des solistes. On pourrait dire à propos des valses nobles ce que Saint-Saëns a dit à Fauré à propos de thèmes et variations. Saint-Saëns lui a dit « c'est admirable, mais on ne te jouera jamais ». Alors Fauré était un peu interloqué. Il dit « oui, parce que tu finis piano ». Les valses nobles, nous verrons tout à l'heure, s'éteignent. C'est pas qu'elles finissent piano, elles s'éteignent dans un espèce de rêve. Le tout, justement, pour l'interprète, est de ne pas en faire une chose ennuyeuse et trop lente. Il ne faut pas que les auditeurs baillent tout ce qu'ils peuvent à la fin de ce qu'on appelle l'épilogue. Il faut toujours garder une certaine densité. L'autre remarque à propos que je trouve intéressante de vous dire, c'est qu'il m'a dit « je voudrais écrire une suite de valses dans le genre de Schubert, des valses viennoises. Et les valses nobles, sauf une valse qu'on a appelée la grande valse, reprennent à peu près un thème du poème symphonique. Les valses nobles et sentimentales sont pour moi une des œuvres les plus difficiles de Ravel, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes. Et puis parce que les recherches harmoniques sont très audacieuses. Et Ravel considérait les valses nobles et sentimentales comme son grenier. Quand il avait besoin d'une certaine harmonie recherchée, il allait chercher dans les valses nobles et sentimentales. Et à l'époque, on ne s'étonne pas que les valses nobles n'aient eu aucun succès, parce qu'il y a certainement la plus grande acidité harmonique, n'est-ce pas, des œuvres de Ravel. Mais Ravel était très attaché aux valses nobles et sentimentales. Peut-être comme une réaction naturelle, j'ai déjà vu ça sur certains compositeurs, une certaine affection de leurs œuvres qui ne sont pas jouées. Quand je les ai jouées moi-même, à Ravel, en 27, moi-même, je ne les avais pas entendues.
il attaché beaucoup d'importance à la régularité de ta-ta-tam, pa-pa-pam. Si vous jouez trop vite, ça va être au lieu de ta-ta-tam, pa-pa-pam, ta-ta-tam. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Ravel m'avait dit qu'on pouvait mettre deux pédales, c'est-à-dire une sur le premier temps qui déborde un peu sur le second et pas du tout sur le troisième, à condition qu'on ne fasse pas tic. Ça fait ta-ta-tam, pa, ta-ta-tam, pa. Ou alors la pédale carrément seulement sur le troisième temps. Lado Perlmutter en 1987. Autre indication de Ravel qui est extrêmement rare. Comme le passionné tout à l'heure de la sonatine, rubato, je ne trouve ça que dans les valses. Et c'est seulement dans les valses qu'on trouve aussi souvent expressif, très expressif, avec grande expression. Vous voyez que nous sommes loin du Ravel froid et ingénieux et mécanique pour lequel on a voulu le faire passer. C'est un certain lyrisme qu'il faut savoir saisir. Il faut vous dire que Ravel adorait Chopin, comme Debussy d'ailleurs adorait Chopin. Et le rubato était bien ça. Ta pa ta pa pa di da da. Vous prenez d'un côté ce que vous rendez de l'autre. C'est-à-dire que vous pressez un tout petit peu et puis la fin est un petit peu traînante. En 1987, Lado Perlmutter, lors d'un cours de maître donné au studio Ernest Ansermet de la Maison de la Radio à Genève. Je voulais que nous arrivions à cet épilogue qui, véritablement, est la genèse, l'explication, la base de toutes les valses, n'est-ce pas ? Pour moi, l'épilogue est une des choses les plus étonnantes que Ravel ait écrite, mais faut-il encore lui apporter, comme dans Ravel, toujours une certaine précision qui n'exclut pas la liberté. L'essentiel, c'est de ne pas commencer les épilogues trop longs. Si vous prenez le métronome, vous verrez que c'est pas long du tout. Parce que, en même temps que ces valses prennent une allure de plus en plus rêveuse et s'éloignent, le tempo, le mouvement, n'est-ce pas, devient de plus en plus lent. Si on prend trop lent au début, on est perdu. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces valses ennuie la plupart des auditeurs et ennuie tout le monde. Parce que on prend trop lent le début et on ralentit de plus en plus, ça devient d'une lenteur affreuse, d'une lenteur qui gâche toute l'œuvre. Et puis alors, il ne fallait pas changer de mouvement quand les valses arrivent, sauf à la fin, là vous pouvez. Et puis quand vous reprenez, c'est encore plus lent. Il a mis plus là pour faire un peu comme Sabrier, n'est-ce pas ? Et puis, c'est plus lent, et c'est de plus en plus lent. Et pour finir, sur une des valses, il m'a dit que c'était une des mélodies qu'il préférait, n'est-ce pas ? Ré, tu, la, tu, la. Ça me fait penser à une réflexion qu'on avait faite à l'époque, n'est-ce pas ? Ravel, c'est affreux, il n'y a aucune mélodie. Il a eu cette réponse à un journaliste, mais je ne suis que mélodie.